mandat français et que dans les années 40, il acquiert. Dès le début, en fait, dès l'établissement de l'État d'Israël en 1948, la proclamation de l'État d'Israël suivi juste après ce qu'on appelle la Nakba, en tous les cas d'un point de vue arabe et palestinien, il y avait déjà, si vous voulez, une expansion de ce projet qui devient Israël, qui était avant ça ce qu'on appelle le projet sioniste, qui était un projet d'implantation de colons dans la Palestine ou dans le territoire qu'on appelle Palestine d'une manière vague. Enfin, la Palestine, c'était pas l'État-nation qu'on appelle la Palestine avec des frontières très claires. Et le projet sioniste, si vous voulez, était d'accumuler autant de terres que possible. Or, en 1947, déjà, les forces sionistes qui deviennent l'État israélien avaient déjà conquis des villages dans ce qu'on appelle le sud du Liban. Ce qui devient le sud du Liban. C'était pas encore complètement le sud du Liban. Enfin, c'était déjà au mandat français, c'était déjà quelque chose qu'on appelait le Liban. Et après 1948, avec des négociations, etc., ils se retirent, mais non sans avoir fait plusieurs massacres et en ayant gardé quelques villages en plus. En fait, il y a l'histoire du Moyen-Orient, de cette zone-là, est controversée sur surtout le fait que ces territoires qui existent en ce qu'on appelle la Palestine, le Liban, la Syrie et même la Jordanie, c'est surtout Liban, Syrie et Palestine, sont des territoires qui sortent de l'Empire ottoman dans un système de mandat et qui en même temps rencontrent cette manière moderne de défricher les territoires que les agences coloniales sionistes ont essayé aussi d'exploiter pour délimiter aussi les territoires d'une certaine manière. Donc, par exemple, il y a des villages dans le sud ou dans le nord de la Palestine qu'aujourd'hui le Hezbollah, après 2000, disait qu'ils étaient libanais. En fait, si vous voulez, ils font partie de ce qu'on appelle la région de Jabal Amel, qui est une région aujourd'hui au Liban, dans le Liban moderne. Et que la Syrie disait non, en fait, c'est pas vraiment des villages libanais, c'est des villages syriens d'après le découpage des mandats. Et c'est vrai que le mandat n'est pas très clair. Or, ces villages-là, ce genre de questions, si vous voulez, amène à des questionnements politiques où les États se chamaillent sur quelle est l'identité de ces villages. Et à ce moment-là, il y a une sorte de controverse par rapport à qu'est-ce que le droit international dit, etc. Bien sûr, pour les Nations Unies, ces territoires sont censés être en Syrie, parce que d'après les mandats, sont en Syrie. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que une partie de comment le projet sioniste a fonctionné depuis les années 40, c'était d'exploiter aussi, d'une manière ou d'une autre, la manière vague ou flexible à travers lesquelles ces territoires sont associés à une contrée ou à une autre, mais surtout à travers, enfin ils sont associés comme ça à la base des sources coloniales, qui sont les mandats par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais les gens qui habitaient les villages s'identifiaient eux comme appartenant à quel groupe? Bah, c'est des Palestiniens, c'est des Arabes, mais à la base peut-être des Libanais ou si c'est des. Parce qu'à l'époque il y avait des tribus différentes et donc Enfin, il faudrait demander, mais j'imagine que chaque personne s'identifie un peu différemment. Il y a plusieurs identités dans ces régions, mais c'est des identités, comment on dirait en français, natives. C'est des identités indigènes de l'endroit. C'est sûrement pas des gens qui s'identifient à l'État d'Israël. Ça, c'est. Mais si c'est bien si c'est Jabal Amel, en général, c'est des gens qui voudront être dans Jabal. Donc, en fait, ce qu'il y avait, c'était des contrées. Et souvent, c'était confessionnel. Par exemple, chiites, chrétiens, sunnites, etc. Bon, probablement, ils vont se diriger vers des groupuscules qui ont rapport
C'est-à-dire, s'ils font partie de Jabal Ahmed, bien sûr, peut-être qu'ils préféreraient être faisant partie du Liban. Mais là, c'est une très bonne question, mais la question était plus aussi le fait que Israël exploitait ces choses-là pour s'étendre. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'Israël a toujours eu un projet expansionniste. Mais c'est très important, pourquoi ? Parce que quand on pense aux entités Liban, Palestine, même Jordanie et Syrie, la manière dont on parle de légitimité des bords, des frontières, etc., on se base sur des idées d'identité nationale fixe par rapport au droit international. Or, tout le truc ici, à travers ce que le projet sioniste demande, et aussi ce que la résistance au projet sioniste demande, c'est que justement on passe outre les bordures très classiques nationales, parce que l'un exploite c'est-à-dire que les Israéliens exploitent ces bordures-là et disent que bon, non, on va le prendre parce qu'en fait ça fait partie de ça, non, on va rester là-bas parce qu'en tous les cas les Libanais n'ont pas le droit de demander cet État. Or les Syriens ils restent muets sur l'affaire, donc on reste là, vous voyez. C'est comme par exemple le Golan, les Israéliens l'ont pris, le droit international dit faudrait le rendre aux Israéliens, mais comme les Syriens ils disent rien, donc on colonise. Pourquoi je vous ai dit tout ça ? En fait, je voulais vous dire tout ça très, très brièvement pour vous introduire un autre truc qui est que en 82, Israël a conquis pratiquement la plupart du sud du Liban. Dans l'idée à la base de pousser les organisations palestiniennes résistantes contre Israël en dehors du Liban. Peut-être vous connaissez déjà l'histoire. Et après finit par s'implanter au Liban dans ce qu'on appelle une sorte de buffer zone franche, je pense en français on dit. Et l'idée c'était que cette zone franche est une zone sécuritaire et on fait ça parce qu'on ne veut pas se faire attaquer dessus. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui aussi. Et c'est ça qui mène à la création du Hezbollah. Et Hezbollah était une organisation résistante contre justement cette occupation israélienne. C'est vraiment né de l'occupation israélienne. Et une des raisons, je pense, que l'implantation coloniale n'a pas eu lieu au sud du Liban, c'est qu'il y a eu une résistance. En tout cas, une des raisons. C'est peut-être pas la seule. Or, au Golan, il n'y a pas eu cette résistance. Il n'y a pas eu de résistance coloniale. Donc maintenant, au Golan, on boit du vin israélien dans le monde entier qui est planté. C'est fini, c'est devenu une zone agricole pour l'exportation israélienne. Peut-être la même chose aurait eu lieu au sud du Liban. Donc Hezbollah est né de ça. Et le but, le projet de Hezbollah, c'était de dire que, quelque part, l'idée de frontière avec Israël n'est jamais définie. Pourquoi ? Parce que Israël elle-même ne définit pas les frontières. Mais c'est aussi l'opportunité d'Israël de dire Hezbollah veut nous anéantir comme projet, donc ça nous donne la justification de toujours pousser Hezbollah. Donc on est dans cette dynamique-là. Si on veut comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant, on doit comprendre que depuis la création de l'État d'Israël, il y a une tension entre des projets soi-disant nationaux, comme quoi chaque État devrait gérer ses propres affaires nationales et ne pas déranger les États à côté, mais un projet qui est israélien, qui fait exactement le contraire, qui veut s'étendre, en tous les cas à travers la Palestine, et qui a un projet expansionniste. Donc la seule manière dont il y a eu résistance à ce projet, c'est à travers des projets supranationaux, comme les organisations palestiniennes, qui en 80 finissent par être plus ou moins neutralisées par Israël, avec l'organisation surtout de Fatah, en tous les cas. Je ne parle pas de Hamas qui est né après. Mais après ça, ce qui succède à l'OLP, c'est justement des organisations comme ça, comme Hezbollah et Hamas, qui finissent par être dans un axe qu'eux ils appellent l'axe de résistance. Et le seul sponsor de ça finit par devenir l'Iran. Alors qu'avant, avec l'OLP, il y avait plein d'autres sponsors, entre autres la Libye même, et la Russie, etc. C'était un peu différent. Mais à chaque fois, c'était la même chose. C'était des projets qui finissaient par devenir régionaux,
et qui finissait par être, c'est-à-dire même avant l'OLP, en fait, beaucoup plus important que ça, il y avait les États arabes qui ne croyaient pas encore en l'idée de on est juste des États arabes et on n'a rien à voir avec ça. C'était des États arabes qui combattaient Israël. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, etc. Et puis tout doucement, les Israéliens ont repoussé ces États dans leurs carcans nationaux. Ils les ont obligés à accepter une sorte de occupe-toi de tes affaires nationales et comme ça on justifie les questions par rapport aux questions de droit international. Il n'y a pas ingérence dans les affaires de l'État d'un autre et tous ces États ont fini par accepter ça. L'Irak était encore un État comme ça, il y a eu une invasion de l'Irak, la Syrie aussi, la Syrie a été démantelée. Il ne restait plus aucun État. Maintenant, si on regarde dans la région, il y a des États qui ont des projets nationaux, justement, comme on dit, et il restait encore ce bric-à-brac, cet assemblage de ce qu'on appelle une résistance contre ce projet sioniste. Qu'on aime la résistance ou pas, bien sûr, et on peut critiquer le Hezbollah de plusieurs manières, et il y a plein de choses à dire sur ça, mais en tant que structure, c'est ce qui restait, en fait. Et c'est justement, après le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une stratégie d'essayer de neutraliser à long terme cet assemblage supranational qui est Hamas, Hezbollah et l'Iran. Et là, on est en train de vraiment voir peut-être le dernier chapitre de ça. Maintenant, qu'est-ce que fait le Liban au milieu de tout ça? Le Liban, en 82, c'est pour ça que j'aime beaucoup, j'aime pas du tout, mais j'aime bien revenir, je veux dire intellectuellement, à cette histoire qui se passe en 82, parce qu'on est beaucoup aujourd'hui dans un moment, on est dans ce qu'on appelle un 82 moment, un moment de 1982. On est dans un état d'ouverture complète on va négocier avec les Israéliens. On a une situation d'occupation au Liban. On a toute la bande frontalière jusqu'à 10 km à l'intérieur du territoire qui est maintenant pas seulement occupé par Israël. Et contrairement à 82, c'est une zone qui a été totalement détruite par Israël maintenant. Elle a été rasée, ce qu'ils appellent eux des kill zones. C'est-à-dire que c'est une zone où c'est plus facile de tuer parce que c'est rasé, alors qu'on peut plus se cacher pour résister. Donc tous les bâtiments ont été détruits. Et c'est des zones où c'est à peu près 55 villages, d'après les données qu'on a. En plus de ça, il y a une zone au-dessus de cette zone-là qui est aussi sous occupation israélienne, mais qui continue à peut-être fonctionner sous occupation israélienne. Donc on est dans un truc similaire à 82. On a un gouvernement libanais fatigué, épuisé par ce qui s'est passé, par l'étendue de la destruction semée par les Israéliens, mais aussi par l'idée que, peut-être si on négocie avec les Israéliens et on supplie l'Occident, etc., on va avoir comme un genre de deal qui pourrait être, en tous les cas, mieux que d'avoir des gens qui meurent tous les jours. Et à côté de ça, peut-être ça peut nous aider à neutraliser Hezbollah, parce que quelque part, Hezbollah, c'est vraiment la force qui n'accepte pas ça. Et d'un autre côté, il y a une situation régionale qui existait aussi en 82, qui est qu'il y a d'autres acteurs en place, c'est-à-dire que les Occidentaux utilisent cette carte pour pouvoir jouer un rôle contre l'Iran, parce qu'en fait, ils s'en foutent du Liban. Ce qui les intéresse, c'est peut-être s'ils arrivent à neutraliser Hezbollah, il y a une carte en moins dans les mains des Iraniens, qui est leur vrai problème, parce que les Iraniens, ils ont une influence sur l'ordre mondial, alors que les Libanais, who cares? Parce que c'est vraiment un petit État de rien du tout. Même si les Libanais pensent qu'on est au centre du monde, on ne l'est pas. L'ordre mondial s'en fout. En fait, le seul moment où les Américains ont commencé à se dire qu'est-ce qui se passe, c'est quand le détroit de Hormuz a été bloqué. Le reste, on s'en fout, qu'ils mettent des millions de morts, le génocide à Gaza, personne n'a levé un sourcil. Au contraire, en fait, les organisations internationales ont été critiquées comme étant même pas sérieuses de penser que c'était un génocide. Mais dès qu'un détroit est bloqué, c'est l'ébranlement total. Tout le monde se mobilise. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire de l'argent, etc. Donc, quelque part, tout est lié à ça. Et en 82, il y a eu un accord de paix. Il y a eu tout un traité qui a été rédigé.
Et c'est la création du Hezbollah et qui a commencé justement à faire exploser des cibles à faire des explosions contre des cibles militaires, en l'occurrence les Américains et les Français qui étaient stationnés au Liban. En fait, en 82, différemment d'aujourd'hui, il y avait à peu près 4-5 forces étrangères stationnées au Liban. Il y avait vraiment, tout le monde était au Liban. Donc toutes les forces d'occupation possibles, ils étaient là, les Israéliens, les Américains, les Français, les Anglais, il y avait plein de forces. Et donc les gens comme Hezbollah, qui étaient des groupes terroristes justement à l'époque, ont commencé à faire des attaques un peu partout. Ça a fait capoter le plan de paix. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étouffer Hezbollah avec le même projet qui a eu lieu en 82. Alors que la situation est en fait un peu plus grave, parce qu'il y a vraiment... l'étendue de la destruction est beaucoup plus grande. Il y a une situation de division au niveau de la population entre gens qui sont avec Hezbollah, ou en tous les cas qui sont peut-être critiques de Hezbollah, mais qui ont eu tellement de gens qui sont morts dans leur propre communauté, on ne va pas laisser tomber les armes, parce que c'est la seule chose qui peut nous défendre contre Israël. Et les autres qui sont, on en a marre de Hezbollah, puisque c'est à cause d'eux qu'on est dans cet état de destruction du pays. Et donc il y a ce schisme qui avait lieu un peu en 82, sauf qu'en 82, le problème était entre confessions au Liban, c'était un problème de guerre civile. Il y avait déjà une guerre civile au Liban. Donc beaucoup de gens pensent qu'il pourrait y avoir une autre guerre civile au Liban aujourd'hui. Même si je pense que c'est peut-être pas une guerre civile qu'il pourrait y avoir, mais qu'il pourrait y avoir tout simplement juste une confrontation entre Hezbollah et les forces et l'État en fait au Liban, dépendamment de comment les choses vont évoluer. Donc on est dans une situation très, très similaire à 82. Ça, c'est un des points que je voulais faire. Sinon, ce que j'essaye de dire ici, c'est que l'État libanais aujourd'hui est poussé à justement faire exactement ce que les Égyptiens ont fait, les Jordaniens ont fait et les Syriens ont fait maintenant. C'est de se dire, on est un État-nation, et donc on se limite à notre nation qui est l'État libanais, et on est complètement dissocié de la condition palestinienne, parce que ce n'est pas notre problème. Et c'était le problème de personne, pourquoi ça devrait être notre problème? Et d'un autre côté, la seule manière pour qu'un projet qui soit de résistance contre l'État sioniste ou l'État d'Israël ait lieu, c'est qu'il y ait justement un projet supranational. C'est ça. Et Hezbollah, c'est peut-être la seule organisation, ou la dernière organisation qui représente ce genre de projet. Même Hamas aussi. Alors que Hamas est une organisation palestinienne. Mais Hezbollah, une des raisons pour laquelle Hezbollah a agi après le octobre 7, c'était parce que quelque part, idéologiquement, ils ne pouvaient pas dire on va rien faire. Ils ne pouvaient pas jouer le rôle de l'acteur national, qu'on le veuille ou non, enfin qu'on soit d'accord avec ça ou pas, et ça a été très critiqué justement. Mais on ne peut pas rester à dire que nous sommes un mouvement anti-impérialiste et qui est pour la libération de Jérusalem, et etc. et tout ça. Et il y a un génocide qui a lieu et on ne fait rien. Et ça, ils ont pris un moment avant de le faire. Et donc, en fait, ils ont réagi à la mort de Khomeini, non? Non, mais je parle avant. Donc après les événements du 7 octobre, il y a eu une série de tensions, il y a eu des attaques, justement. Hezbollah a commencé à cibler des radars militaires au nord d'Israël. Donc ils ont fait une pression sur Israël au nord, justement pour arrêter le génocide à Gaza. Ils ont dit on arrêtera quand vous arrêtez le génocide. Mais quel est l'intérêt du Hezbollah à soutenir les Palestiniens? Ben voilà, c'est ça. Moi je ne crois plus à la gratuité, à l'humanité. Voilà. Pourquoi eux auraient, alors que tous les pays arabes finalement se sont lavés les mains, pas soutenir les Palestiniens, pourquoi est-ce que maintenant le Hezbollah, soutenu par l'Iran, voilà, je me dis, il doit y avoir quelque chose. Oui, c'est une question légitime que plein de gens demandent. La réponse
de Hezbollah et la réponse des gens qui sont avec ce projet-là, en tous les cas, c'est que si personne ne le fait, ça ne veut pas dire que il y en a d'autres qui croient en la cause encore, donc ils le font. Mais Hezbollah ne fait pas ça que pour la cause palestinienne. Il fait ça pour défendre ces villages aussi là. Enfin, en tous les cas, c'était... Oui, voilà, exactement. Parce que c'est important de comprendre, justement, quand je disais en les années 40, le sud du Liban a été constamment violé par ses frontières, par Israël. Et le problème, c'est que l'État libanais n'a jamais montré aucune importance à cette région-là. Et on a plein de documents maintenant aujourd'hui, et déjà je travaille avec un collègue sur ça, de combien l'étendue de la marginalisation du Sud, pas seulement au niveau infrastructurel et économique et social, mais aussi politique, combien il y avait presque une... Bon, c'est pas grave si les Israéliens rentrent, enfin, ils vont ressortir. Ou même l'accord du 17 mai, c'était ça. L'idée, c'était on laisse les Israéliens rester et ils vont sortir à un moment donné. Même Amin Jmeil, quand il était interviewé à l'époque, c'était le président, il l'a dit. Il disait, bon, non, ils vont sortir. À un moment donné, il y a un accord, c'est bon. Et je pense, inconsciemment, il y avait l'idée que, bon, si les Israéliens disciplinent cette région, c'est un job en moins sur l'État libanais. Vous voyez, il y a un côté un peu cynique sur ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quelque part. C'est vrai qu'à cause de Hezbollah, il y a un énorme problème au Liban. Mais la réaction de l'État libanais est une réaction lâche aussi, en tous les cas, dans mon opinion, parce que ce qu'ils essaient de faire, c'est dire on va aller crier à l'aide aux Américains et on va laisser les Israéliens faire la police, comme ils l'ont fait en 82. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. C'est l'Occident. Ils font les choses mieux que nous. Je ne sais pas. Il y a une sorte de stéréotype de c'est peut-être quelque chose de mieux quelque part que. Au bout du compte, laisser le Sud à la merci des Israéliens, c'est peut-être mieux que de le laisser à la merci de Hezbollah. Il y a un peu cette... Oui, voilà. Et donc on est un peu dans les deux logiques. Et en même temps, vous disiez qu'avant les années 40, c'était une zone qui était mal définie. On ne savait pas très bien si c'était... C'était défini par le mandat, bien sûr. Mais le mandat aussi, c'est une décision... le mandat français a été... Les décisions des frontières ont été décidées en 5 minutes. Il y a eu une réunion en 1920. Et les gens ils disent, hop, on va faire ça va être le Liban, ça va être la Syrie, etc. Et on a marché avec. Et depuis, ça n'a pas changé. Les cartes n'ont pas changé, ils sont toujours là, d'après le droit, d'après ce qu'a accepté la communauté internationale, a été légitimé par la communauté internationale. Et après l'établissement de l'État d'Israël, on a gardé le même tracé que le plan des Nations Unies de qu'est-ce que serait Israël-Palestine. Les deux États qui ont été condamnés par les Arabes, les États arabes, parce que bien sûr, les colons juifs possédaient 4% du territoire de ce qu'on appelle de ce que les Nations Unies ont voulu donner aux colons sionistes. Et pourtant, le tracé des bordures, c'était presque 80% de plus de territoire juste donné gratuitement à un projet qui s'appelle l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'en 1947, il y a eu, justement, c'est comme si, je ne sais pas, on prend un pays comme la France et il y a quelques immigrés qui viennent s'installer à Marseille, et d'un coup, les Nations Unies décident, bon, on va donner la moitié de la France à ces immigrés qui sont là-bas, et on va appeler ça, je ne sais pas, tel pays, et les autres, ceux du Nord, attaquent, et ça, c'est condamné. Pourquoi ils ont attaqué? Bien sûr, ils vont attaquer, ils veulent prendre leur pays. Parce qu'ils ont toujours habité là. Donc après ça, ce qui se passe, c'est que le Liban faisait partie de ces tracés-là comme un tracé des Nations Unies, des mandats. En fait, les Nations Unies à l'époque, c'était quoi? C'était la France, la Grande-Bretagne, et un peu les Américains, ils n'étaient pas encore à fond dans ça. C'était toujours la France et la Grande-Bretagne. Et donc ça a été réfléchi dans cette vision. Dès 1948, il y a eu des incursions. En 1958, il y a eu une incursion. Il y a des massacres qui ont eu lieu dans les... Oui, il y a eu, mais même, je veux dire au Liban, c'est-à-dire au Liban, il y a eu des massacres. La première période, il y a eu 20 millions de morts exterminés par les Israéliens.
en Palestine. Ouais, en Oui. Palestine. Mais ce que je veux dire, Ils c'est ont que même dit, au Liban. c'est chez nous, parce que c'était écrit il y a 2000 ans, Ouais. donc on est chez nous, et au lieu d'essayer d'argumenter, ils ont toujours fait ça, c'est la politique constante d'Israël, c'est on attaque pour démolir. Oui, tout à fait. Mais au Liban aussi, il y a eu des massacres dans ces années-là. Les Israéliens entraient comme ils voulaient, parce que justement, la frontière n'était pas... moi, j'avais fait un projet une fois de recherche dans les villages du bord, et je me rappelais des gens que j'ai interviewés qui me disaient, avant, les Israéliens, ils rentraient comme ils voulaient. Au moins, quand Hezbollah est venu, ils n'osent plus. Et c'était la mentalité, je parle avant... peut-être après 2007-2008, parce qu'en 2006, il y a eu une guerre contre Israël aussi, et après ça, c'était peut-être en 2007-2008. Maintenant, bien sûr, les Israéliens rentrent aussi, mais pas comme ils veulent complètement. Il faut aussi comprendre que c'est vrai que les Israéliens ont causé une destruction massive, mais ils n'ont pas réussi à conquérir exactement ce qu'ils voulaient conquérir. Bon, ça reste quand même horrible ce qui s'est passé, mais s'il n'y avait pas Hezbollah, ils auraient pu prendre jusqu'au nord, comme ils disent, jusqu'au nord de la rivière Litani. Est-ce que l'armée libanaise, qui est, enfin, je crois qu'elle n'est pas très... L'armée libanaise, comme l'a dit... Oui. Vous disiez, le gouvernement n'est pas intéressé par le Sud et l'a délaissé, l'a abandonné. Est-ce que c'est pour ça? Parce qu'ils auraient pu envoyer l'armée. Oui. Pour défendre... C'est l'argument de l'État, c'est que Hezbollah devrait donner ses armes à l'armée, et l'armée s'établit à travers ce pays qui devrait être souverain dans les mains de l'armée libanaise. Et c'est vrai, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que l'armée libanaise est complètement financée et complètement contrôlée par les Américains. Donc comment et l'ambassade américaine au Liban, c'est comme... faut penser vraiment à l'époque coloniale, 19e, etc. C'est une énorme ville. C'est une ville. D'ailleurs, c'est la plus grande, je sais pas, vous pouvez checker ça sur le net, c'est la plus grande ambassade américaine du monde. Non, mais je pense que même le Liban est plus grande que l'Irak, où j'avais vu un truc comme ça. C'est un truc immense, de murs blindés. Et c'est de là que se décide tout au Liban, vraiment. Et je me rappelle, il y avait une interview avec l'envoyé spécial qui est maintenant en Syrie, comment il s'appelle, Tom Barak, il y a quelques mois. Il disait lui, mais comment Hezbollah, même lui il disait, mais je comprends Hezbollah, pourquoi ils donneraient leurs armes? Ils savent très bien qu'on ne va jamais armer l'armée libanaise. On ne va jamais leur donner des armes. Qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner des armes pour combattre les Israéliens? Jamais, mais les Israéliens sont nos alliés. Donc on va mettre, we're gonna make sure, on va... Donc c'est une exigence qui est irréalisable. Oui. Et donc c'est très utile. Oui, exactement. Alors, pour comprendre pourquoi le gouvernement libanais travaille comme ça, parce qu'il y a une logique historique, c'est qu'au Liban, il y a toujours eu l'idée, c'est que si on est neutre, et si on est très gentil, et si on est juste des marchands, et on fait des choses bien, etc., l'Occident va dire aux Israéliens, non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est tout à fait ça la logique, c'est une logique, et d'ailleurs, c'est une logique qui est très spécifique à un parti au Liban qui s'appelle le Parti phalangiste, qui était à l'époque, à un moment donné, contrôlé par un homme qui s'appelle Pierre Jmaïl, qui disait « La force du Liban est dans sa faiblesse ». C'était cette devise-là qui était très critiquée dans les années 70 et qui a mené à la guerre civile, parce que c'était un des partis les plus importants dans la guerre civile. Aujourd'hui, est une devise totalement normalisée dans la manière de penser de l'État libanais. Et donc voilà, c'est ça, c'est pour répondre à votre question sur l'armée libanaise. Est-ce que le Hezbollah peut devenir... Juste parce qu'il était avant, allez-y. Est-ce que le Hezbollah peut devenir le gouvernement? Alors voilà, ça c'est la malédiction, ce que j'appelle moi la bénédiction et la malédiction pour Hezbollah a toujours été de... Non, c'est vrai, c'est qu'ils ont toujours été un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, beaucoup de critiques du Hezbollah disent que Hezbollah a toujours voulu contrôler l'État, et il contrôlait l'État, et il faisait ce qu'il voulait. Je suis pas du tout d'accord, en fait. Oui, mais je suis pas d'accord. En fait, Hezbollah, ça le fatigue de faire ça. C'est une perte d'énergie, et en même temps, il y a une sorte de...
de peur de prendre ce dossier qui est l'État libanais. C'est un dossier infernal, il y a des 30 000 communautés, il y a toutes les communautés. Le Liban a toujours fonctionné d'une manière à ce qu'il ne faut pas fâcher l'autre. D'autres communautés, tout le monde doit être d'accord, tout le monde est... Et c'est vraiment une anarchie en fait. C'est la seule anarchie du monde, je trouve. C'est vraiment une sorte d'association qui fonctionne souvent pas, mais parfois qui fonctionne. C'est ça le truc, c'est qu'on oublie que parfois ça fonctionne. Or Hezbollah, je suis convaincu que ça ne peut pas fonctionner pendant 1000 ans, ils peuvent continuer comme ça. Ce qui est en train de changer la donne, c'est que les Américains ont sous-estimé l'Iran. Et ils sont en train de prendre une déculottée, et ça, ils ne sont toujours pas compris. Et ça, c'est qu'il va réouvrir le débat. Et puis, l'Occident, il est marginalisé dans cette histoire, parce qu'il n'a jamais su prendre position, notamment sur Israël. On dit tout de suite antisémitisme. Alors, si les Juifs, c'est l'État d'Israël, on a raison d'être antisémite. Hein, la question, elle n'est pas là. Donc, actuellement, ce qui serait intéressant, c'est toutes ces dernières semaines, ce qui est en train de se passer. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le Hezbollah s'articule par rapport à ce qui est en train de se passer, et les autres États, comme le Liban aussi. Une chose est sûre pour faire écho à ce que vous dites, le Hezbollah ne va jamais se désarmer. Il n'acceptera jamais de remettre ses armes, surtout dans la situation dans laquelle il est. Non, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Hein? C'est pas ce qu'on lui demande. Si, bien sûr, c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Ah bon? Oui, d'ailleurs, le projet de paix, sûrement pour les Israéliens, si les Israéliens un jour vont se retirer du Liban, ce sera dans l'idée que le Hezbollah sera désarmé, qu'il donnerait ses armes à l'armée libanaise ou quoi que ce soit. Pourquoi on ne demanderait pas à l'Israël de se désarmer? Et pourquoi on ne demanderait pas de redonner sa bombe atomique? Oui, c'est vrai. En fait, le Hezbollah n'est pas un État. Oui, et en 2008, je pense qu'il y avait une opportunité pour Hezbollah de prendre l'État. Il était vraiment au summum de sa force. Il avait neutralisé le parti du Mustaqbal, qui était un de ses ennemis à l'intérieur. Et parce qu'ils essaient de démanteler aussi. Il y a toujours eu cette discussion. On veut démilitariser le Hezbollah. Ça a toujours existé au Liban depuis les années 90. Mais le Liban existe toujours avec cette idée de l'équilibre des postes dans le gouvernement, qui convient à tout le monde parce qu'ils continuent à se remplir les poches, chacun de son côté. Donc, je trouve qu'il y a aussi, il faut prendre en compte non seulement cette histoire d'équilibre, qui soi-disant doit être gardée, que l'histoire de comment fonctionne le gouvernement finalement. Parce que ce n'est pas ni pour le bien du pays, ni pour les biens du peuple, c'est finalement pour leur propre intérêt. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on l'a vu avec l'explosion dans le port. Non, c'est vrai, et c'est ce que disent beaucoup de gens, se disent, quoi qu'il se passe, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve une sorte de consensus national. Donc Hezbollah ne peut pas prendre parce que sinon ça détruit carrément toute l'idée de ce que c'est. Oui, mais c'est ça, c'est que la logique officielle, c'est que Hezbollah n'est pas libanais. On pousse cette logique aujourd'hui, mais pas toujours. Mais là, ce qu'on pousse au peuple, c'est l'idée, Hezbollah, c'est quelque chose de catapulté des Iraniens. Et c'est très dangereux de faire ça. C'est que oui, Hezbollah est allié avec les Iraniens, il y a des affinités culturelles, il y a tout ça, c'est clair. Mais Hezbollah, c'est des gens qui viennent des villages qui ont été occupés, c'est des gens qui ont des martyrs, des familles entières qui ont été tuées par les Israéliens, c'est des gens qui vivent dans ces villages et qui se révoltent pour des raisons d'être de cette terre et qui sont très attachés à leur terre. Regardez maintenant, à peine il y a eu le so-called ceasefire, ils sont revenus sur les ponts démolis, alors que tout le monde parlait, oh, ils vont anéantir nos régions là-bas, ils vont prendre nos maisons, etc. Les Libanais parlaient comme ça. Et c'est complètement fou de penser comme ça, parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus attachés à leur terre que plein de gens qui sont en train d'émigrer, qui vont partout dans le monde, comme moi, je suis Libanais par exemple, je vis en dehors du pays, etc. Et ça, c'est des gens qui décident de rester là-bas, malgré la présence israélienne, agressive, etc. Donc c'est des gens qui, bien sûr, doivent être attachés à leur terre. Comme les Palestiniens. Qu'est-ce qui fait que les Palestiniens restent là-bas malgré cette situation-là? C'est des gens qui sont ancrés dans la terre. Donc c'est ça. Donc si tu es tellement ancré dans ta terre, mais en même temps, tu es à la solde des Iraniens, c'est pas très logique.
Enfin, c'est comme discussion. Oui. Juste une question, j'aimerais bien avoir votre regard sur quoi ou qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, pardon. Oui, j'aimerais bien avoir votre regard sur le timing, en fait, ce moment de ces quelques 6 roquettes lancées sur le nord d'Israël le 2 mars. Voilà, pourquoi à ce moment-là et sans la réponse. Ouais. Et puis peut-être comme ça, je ne sais pas, peut-être qu'elle est bête cette deuxième partie de question, mais est-ce que si Nasrallah avait été là, ça aurait été fait de la même manière? On ne peut pas y répondre vraiment. Mais est-ce qu'il y a un changement de stratégie peut-être ou quelque chose? Voilà. Question. Bon, ça c'est mon opinion. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai raison, mais moi je pense Hezbollah travaille dans la même continuité de Nasrallah. Parce que ce que est Hezbollah aujourd'hui, c'est vraiment l'école de Nasrallah, si vous voulez. L'école de Nasrallah. Nasrallah, c'était le secrétaire général de Hezbollah qui a été assassiné il y a 2 ans maintenant, pratiquement, 1 an et demi. Et on pensait qu'en l'assassinant, Hezbollah allait s'écrouler. Or, Hezbollah est une institution. Mais non seulement il y a eu l'assassinat, il y a eu aussi les téléphones qui ont explosé. Oui, bien sûr. Il y a un rad de. Il y a eu une énorme, bien sûr, un énorme désastre que Hezbollah a écopé. Mais je pense que la logique est la même. Parce que c'est Nasrallah qui a décidé de rentrer dans ce qu'il appelle Jabhat al-Isnad, le front de solidarité avec Gaza, en visant. La stratégie de Hezbollah a toujours été ce qu'on appelle, ça fait partie de la guerre asymétrique. On fait pression sur le nord pour que les Israéliens finissent par abdiquer sur certaines choses ou compromettre, et on arrête la pression dès que ça marche. Or, mais cette fois, avec Netanyahou, etc., l'idée c'était, et pas parce que c'est juste ça, c'est parce qu'il y avait une force d'information, etc., pour faire ce genre de coup qui était l'attaque des pagers et l'assassinat de Nasrallah. Ils ont décidé d'être beaucoup plus agressifs. Ils savaient qu'ils pouvaient faire ça, et donc rentrer et vraiment essayer de miner l'organisation. Après ça, Hezbollah a vraiment disparu sous la terre. On ne savait pas où ils étaient. D'ailleurs, si on regarde comment le combat a eu lieu sur le terrain, Hezbollah s'est pas mal débrouillé pour qu'est-ce que c'était après le 7 octobre. Donc l'idée, en fait, de la décision de rentrer, de lancer ces roquettes, fait partie, c'est une continuité avec ce qui se passe depuis 2 ans, 3 ans. La guerre n'était pas terminée. Israël était en train de torpiller des cibles de Hezbollah tout le temps. Ils ont tué des familles entières tous les jours, pratiquement tous les jours. Vraiment, j'exagère pas quand je dis pratiquement tous les jours. Israël était en train de tuer des gens du Hezb et aussi des gens associés ou de la communauté. Donc, juste pour finir la réponse, ce lancement de roquettes s'inscrivent dans ça, et aussi s'inscrivent dans l'idée que les Israéliens allaient rentrer en tous les cas, parce qu'ils étaient en train de tout doucement préparer pour une invasion. Et d'ailleurs, ils en ont parlé avant qu'ils voulaient prendre la zone frontalière et établir cette zone. C'était irrécupérable. Donc s'ils avaient lancé ces roquettes ou pas, ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense. On évoque souvent aussi que l'agenda de Hezbollah, c'est une agenda iranienne par excellence. Mais on n'évoque jamais aussi que la présence iranienne est due à l'absence de l'État. L'absence de l'État dans les rôles de développement régional, corruption, centralisation. On oublie par exemple la réaction de Moussa Sadr lorsqu'il a créé le mouvement des indigènes, par exemple, comme riposte, comme réaction à l'absence d'égalité régionale et tout. Est-ce que vous pensez que Hezbollah, l'alliance principale de Hezbollah, c'est l'alliance vers l'Iran vers Wilayat al-Faqih sur le compte de l'intérêt national? Non, on peut être allié, je ne sais pas, peut-être ça va être choquant ce que je veux dire, mais on peut être avec Wali al-Faqih et tout en ayant un agenda national. C'est qu'on on est tellement dans la propagande médiatique que Wali al-Faqih, c'est une sorte de force démoniaque qui contrôle la région. Le Wali al-Faqih, c'est bon, après la révolution en Iran,
a mené une figure religio-politique qui s'appelle Khomeini, Ayatollah Khomeini au pouvoir. Et Khomeini a créé cette position qui est une sorte de guide spirituel de la révolution iranienne. Et l'idée était que ce guide doit être une sorte de, une instance religieuse, un homme de savoir religieux, mais qui aussi, projette une certaine vision politique de la région. Quels sont les les aspects généraux de... Hein, c'est un guide, voilà. Mais le Wali al-Faqih ne rentre pas dans les détails de la politique. C'est quelqu'un qui dit, par exemple, le projet sioniste est evil, c'est un mal et il faut le combattre. C'est une organisation. Donc Wali al-Faqih, non, c'est Khomeini. Donc le Wali al-Faqih, c'est le guide suprême de l'Iran, mais aussi c'est le guide suprême de la révolution islamique. Et c'est une instance juridique dans la tradition islamique chiite qui a été créée par Khomeini, qui n'existait pas vraiment avant. Enfin, elle existait, mais disons qu'il a un peu rafistolé un truc et il a innové un peu dans la jurisprudence chiite. Parce qu'en fait, traditionnellement, si vous voulez rentrer dans ça, le clergé chiite était plutôt pas politique. Il ne voulait pas rentrer dans la politique. D'ailleurs, il était très critiqué à l'époque, comme quoi la politique corrompt. Et si on va rentrer dans la politique, ça va être le début de la fin de l'instance religieuse. Il y a eu vraiment, jusqu'à maintenant, il y a un schisme dans les instances religieuses chiites sur cette question-là. Donc, Khomeini, par exemple, a représenté ça. Et Khamenei, qui a été assassiné il n'y a pas longtemps, vous n'avez peut-être pas entendu parler de Khamenei, était son successeur. Mais plus important que tout ça, Khamenei, Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah, et d'autres figures, c'était des gens très très proches. Il faut vraiment penser que c'est des gens qui ont travaillé ensemble, c'est comme une bande d'amis presque. Je sais, c'est pas un argument très objectif que je fais, mais il faut connaître vraiment ce milieu pour comprendre comment ça fonctionne. Je vous donne un exemple. Je suis allé en Iran il y a quelques années pour une conférence, et c'était la première fois que j'allais en Iran. Et j'arrive à l'aéroport et j'arrive au contrôle de passeport et je dis au gars, il me dit d'où vous êtes, je dis du Liban, je ne lui ai pas encore donné mon passeport, il me dit j'ai pas besoin de voir votre passeport. Si tu me dis que tu es libanais, allez, welcome. C'est fou. Il n'y a pas un pays au monde, si on est libanais, avec un passeport libanais, où on peut rentrer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas là l'histoire. L'histoire, c'est qu'au-dessus de lui, il y avait une photo de Khamenei, qui est un guide suprême, qui est la plus haute instance politique, et qui est juste à côté Nasrallah, de la même taille. Ils sont juste l'un à côté de l'autre, il n'y avait pas un qui était en dessous ou un plus petit, c'était vraiment le même posteur. Et partout dans la ville, c'était comme ça. Donc, quelque part, il y a une idée que il y a une synergie à ce niveau-là et qui est un peu complexe à comprendre. C'est vraiment une équipe qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'ils ont tous été... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été tués. Parce que les Israéliens ont compris que ces gens-là travaillent ensemble depuis tellement longtemps. Et j'ai une autre histoire pour parler de comment les Iraniens contrôlent Hezbollah, qui vient d'un homme politique libanais que je ne peux pas nommer, que j'ai interviewé une fois, et qui me disait qu'une fois qu'il était avec Nasrallah, et il reçoit un coup de fil, et il dit « je dois y aller, c'est les Iraniens ». L'autre, bien sûr, il est curieux, il veut savoir de quoi il parle. Et il entend dire « faites comme ci et faites comme ça », genre donner des ordres. Et après, l'homme politique demande à Nasrallah « excusez-moi, mais je suis curieux, c'était quoi? Je ne vais pas vous demander de quoi il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il me disait « ah non, c'est bon. » Non, il me demandait qu'est-ce qu'on doit faire pour un certain dossier. Et l'autre, il lui dit « mais il dit Khamenei te demande à toi qu'est-ce que lui il doit faire. » Et il lui dit « oh oui, ça se passe souvent comme ça, parce que... » C'est-à-dire, d'une certaine manière, Hezbollah n'est pas contrôlé par l'Iran, c'est vraiment une sorte de... synergie. Et oui, il y a une sorte de synergie, ils sont d'accord sur plein de choses, c'est des gens qui... Et c'est pour ça que je parle d'un projet supranational. Je ne dis pas que c'est bien, hein. C'est quelque part le problème de ce projet-là, c'est qu'il a été trop régional à un moment donné, justement. Et d'ailleurs, les Israéliens ont réussi à
a vraiment visé ça à cause de ça. Parce que ça a grandi un peu dans leur tête. Ils étaient en Syrie, ils étaient au Yémen, ils étaient partout. Déjà, l'intervention en Syrie était très controversée. Et on peut débattre sur ça. Il y a des gens qui ont débattu sur ça pendant tellement longtemps. Et ça, je pense, ça a causé beaucoup de problèmes, justement. Donc, la synergie régionale, c'est pas souvent quelque chose de bien. Oui. Juste pour demander. Oui. Il y a une donnée qui est extrêmement importante que je viens d'apprendre, l'étudier, c'est la différence entre le sunnisme et le chiisme. Le chiisme est totalement décentralisé, avec des personnes, des responsables partout. On tue quelqu'un. Alors les Américains, ils ont le rêve du verticalisme, avec des grands chefs, ils peuvent tuer tous les Khomeini qu'ils veulent. Il y a les gens qui sont à la base, qui sont organisés. Et c'est ça qui est en train de se passer et qui est en train de renverser l'équilibre jusqu'à maintenant. Toujours, ceux qui voulaient se battre, ils étaient finalement écrasés. Oui, et je pense que les Américains n'écraseront jamais l'Iran. Mais il faut comprendre que la révolution iranienne est une révolution, donc c'est un mouvement populaire. Même si Khomeini était un autocrate, etc., il y a plein de questions sur cette mainmise sur le pouvoir qui a eu lieu, et il y a toute une critique de qu'est-ce que le régime iranien aujourd'hui. Mais en même temps, c'est un régime qui s'est institutionnalisé, qui a 30 000... affiliés, et il y a un mouvement populaire qui reste avec ce régime-là. Mais c'est des données du chiisme par rapport au sunnisme. Oui, mais il y a aussi des mouvements sunnites. Mais c'est pas aussi blanc et noir que les sunnites, c'est décentralisé. Non. Ça dépend, parce que les chiites étaient assez décentralisés aussi, oui. Moi, j'ai une question sur la société libanaise, en fait. J'ai une question sur la société libanaise, parce qu'on comprend qu'il y a une forte polarisation entre les gens qui sont plutôt pro Hezbollah et ceux qui sont contre, mais il y a quand même une certaine dynamique qui a été enclenchée par l'État, avec des négociations où eux-mêmes on a l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont, où ils ont même dit qu'ils étaient prêts à négocier avec Israël, qui était une ligne rouge pour beaucoup. Et donc moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la société libanaise un sursaut nationaliste, une espèce de troisième voie qui n'est pas forcément pour le Hezbollah, pas forcément contre, mais qui juste accepte pas qu'il y ait des conditions d'un cessez-le-feu qui soient complètement iniques. En fait, ce que le département d'État, le 16 avril, a balancé, c'est n'importe quoi, en fait. Donc, moi, je me demande pourquoi le gouvernement a accepté ces termes, si probablement eux-mêmes, ils savaient que ça n'allait pas être respecté. Donc, est-ce que c'est de la complicité? Est-ce que c'est de l'amateurisme? Déjà, il faut comprendre que... Oui, non, très bon point. Il faut comprendre qu'il y a plein de gens qui ne sont pas avec Hezbollah, mais qui sont avec la résistance. Il y a des gens qui sont très critiques du Hezbollah, mais quand il y a une guerre et quand il y a ce qui se passe, il y a un respect pour les combattants et les gens qui ont lieu. Donc, bien sûr, comme vous dites, des négociations de paix comme ça en temps de guerre, alors qu'il y a des familles entières qui sont en train de se faire massacrer, c'est juste pas acceptable. D'un autre côté, il y a une réalité auquel on doit faire face. Est-ce qu'il peut y avoir un mouvement national qui n'est pas Hezbollah, mais qui n'est pas aussi avec les négociations, etc. Oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que les négociations et cette normalisation à Israël, c'est aussi une propagande. C'est une idée qui a été financée par les médias. Il y a des médias, ça fait 1 an qui pompent l'opinion publique sur on est à 2 doigts de négocier avec les Israéliens et c'est pas tabou et on peut le faire, etc. Il faut voir les talk shows, les interviews, les gens sur les plateformes de télévision, des médias sociaux, etc. C'est toute une campagne financée, il y a des milliards de dollars qui sont mises dans ça. Peut-être que Hezbollah joue aussi là-dessus, peut-être. C'est ça qui est un peu dangereux, non? Parce que si c'est pas le cas, moi je me rappelle avoir vu des trucs très alarmistes aussi de la part de... Oui, enfin Hezbollah bien sûr va comment dire, radicaliser, alors que je déteste ce terme, si ce qui se passe, mais il n'a pas besoin de faire, il n'a même pas besoin de faire ça, il peut rester... Le problème de Hezbollah pour cette manière de voir la politique au Liban, c'est qu'ils ont des armes. Ça suffit pour que ça cause un problème. Or le Liban, et encore une fois le Liban a toujours été divisé, on dit que le Liban est divisé à travers les confessions, les sectes. C'est pas vrai. Les Libanais sont divisés à travers les visions nationales. C'est ça qui divise les Libanais. Enfin, ce qu'on appelle les Libanais.
Et ils sont divisés sur deux visions nationales. Qui est l'ennemi? Les Syriens ou les Israéliens? Est-ce qu'on est avec les Occidents ou est-ce qu'on veut avec ça? C'est ça les divisions. Et dans ces divisions-là, il y a des coalitions intraconfessionnelles. Il y a des chrétiens, des chiites, des sunnites, des druzes, des je sais pas quoi, qui sont ou bien là, ou bien dans ce camp-là. Ils sont ou avec Hezbollah ou ils sont contre Hezbollah. Hezbollah est devenu le parti principal qui symbolise la vision anti-israélienne. Donc en général, ça s'agglomère là. Pour qu'il y ait une voie entre les deux, c'est compliqué parce qu'en fait, maintenant, les deux grands projets, c'est où, comme vous dites, comme je disais, le projet neutralité. D'ailleurs, ce projet est basé sur l'idée que le Liban est comme la Suisse. Et on peut en parler si vous voulez. Alors que je trouve que c'est complètement faux. Parce que la Suisse, et un des trucs que le Liban n'a pas, que la Suisse a, c'est une armée super solide. Oui. Non? C'est ça qui fait que la Suisse est ce qu'elle est. Et cette comparaison... Hein? Non? Dans tous les cas, à l'époque, tout ce qui a fait la Suisse comme un État neutre qui pouvait garder sa neutralité, c'est le fait qu'elles avaient une armée assez forte, alors que l'armée libanaise... qui intéresse tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr les banques, mais c'est ça c'était l'argument pour les Libanais. C'est qu'on avait un secteur bancaire extraordinaire qui en fait était un château de sable. Okay? Donc tout s'est écroulé, tous les mythes qui faisaient que le Liban était une force qui pouvait être la Suisse du Moyen-Orient, c'est n'importe quoi. On a une armée qui est complètement le vassal des Américains, on a un système bancaire qui n'existe pas, strictement pas, il n'existe pas, il est zéro, il n'y a rien. Et plein d'autres choses, enfin la manière dont... Est-ce que le changement, quelques plus de détails sur les deux visions qui divisent le Liban? Vous avez dit que c'est pro-Occident, contre... Est-ce que vous pourriez donner quelques détails de plus sur les deux perceptions? Mais justement, étant donné que la Syrie a changé, c'est justement, vous disiez contre la Syrie, contre Israël. Mais maintenant, la Syrie a changé. Alors, est-ce que ça change ce qui se passe au Liban? Oui, bien sûr. Les Syriens maintenant sont... Oui, je parlais d'une problématique qui existait dans les années 80 et dans les années 90, jusqu'à 2005 en fait. Mais oui, ça change. Mais aussi le fait que la Syrie a été complètement... il y a eu un coup d'État en Syrie et les Israéliens ont torpillé le principal arsenal militaire des Syriens et ont conquis encore plus du sud de la Syrie. On est dans une situation où ça c'était peut-être le plus grand problème de l'affaiblissement du Hezbollah. En fait, je pense que l'assassinat de Nasrallah et les attaques des pagers, c'est rien comparé à la perte de la Syrie. Au niveau logistique. Parce que justement, c'est un énorme pays qui était plus ou moins allié avec l'Israël, même Bachar en fait, non que je veux défendre Bachar al-Assad, qui n'est pas du tout mon but, mais il était quand même, il permettait une sorte de conduit de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Je vais vous répondre. Je pense, pour me reformuler, parce que j'ai peut-être un peu fait ça en noir et blanc, c'est pas que c'est Occident, anti-Occident, c'est plus une vision de si Israël est un problème ou pas, ou comment on se relie à la question palestinienne. Parce que la question palestinienne, c'est pas juste une question humanitaire, enfin c'est 90% c'est ça, enfin c'est beaucoup ça, et aussi il y a des Palestiniens au Liban. Mais aussi parce que le projet sioniste est un projet instable. C'est pas un État, stable. C'est un État qui continue voilà, c'est un État prédateur. En Palestine, il n'y a plus de Cisjordanie. En Syrie, la moitié de la Syrie du Sud est déjà prise. Au Liban, ils ont toujours fait des incursions, même après l'occupation, même avant l'occupation. Ils étaient en train de faire des incursions, ils détournent l'eau, ils prennent un olivier par-ci. Ils ont toujours fait ça. Donc, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Or, qui sont sensibles à ça? Les gens qui sont de cette région. Or, précisément ces gens-là qui ont été marginalisés historiquement du processus du pouvoir au Liban. Même quand ils étaient dans le pouvoir, ils étaient dans le pouvoir, parce que beaucoup de gens disent « Oh, ils étaient marginalisés, mais maintenant ils sont dans le pouvoir. » Hezbollah a été dans le cabinet ministériel, ils sont dans le Parlement, ils sont partout. Mais la mentalité n'a pas changé. L'hégémonie politique, culturelle au Liban, c'est une zone frontalière. C'est comme le nord du Liban, c'est un peu la même chose. Sauf que le nord du Liban est
à la frontière de la Syrie, donc il n'y a pas ce problème-là. Mais ça a toujours été des régions qui n'ont pas été vraiment pris au sérieux par l'État libanais. Et bien sûr, ça a un rapport avec le fait que l'État libanais a été faible et divisé à travers des visions nationales. En 2004-2005, juste pour vous donner un exemple, en fait après 2005, après 2006 même, il y a eu des dialogues, ce qu'on appelle national, dans lesquels Hezbollah a participé. Et Hezbollah a dit, je vous propose une stratégie nationale où Hezbollah continue à avoir une sorte de force de guérilla, parce que c'est la seule manière d'avoir une sorte de force contre Israël. Et on coopère avec l'État sur comment faire fonctionner tout ça. Les Américains ont interféré dans ce processus-là et ont essayé de pousser l'idée que non, il faudrait démilitariser le Hezbollah et il y avait toujours, c'est la même rhétorique qu'on a aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que plusieurs partis au Liban ont décidé de dire ces dialogues ne sont pas arrivés à un résultat et un des partis politiques au Liban avait décidé de neutraliser le système de télécommunication du Hezbollah. Et c'est là que Hezbollah a essayé de démilitariser justement ce parti politique. Donc même quand il y a eu un dialogue au niveau de rassembler les visions nationales dans une vision nationale qui inclut la résistance, ça n'a pas marché. Ok ? Pourquoi ? Parce que c'est des visions nationales très, très opposées. C'est comme si vous avez la France au gouvernement Vichy et la résistance française. Tous les deux dans le Parlement. Ça ne peut pas fonctionner. Il y en a un qui doit partir pour... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une vision tellement opposée de comment le pays doit... Parce que la faction opposée, elle serait d'une certaine façon avec les projets israéliens. Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que la faction opposée, pas celle qui vient du sud, oui. Hezbollah, tout ça, oui. Est-ce qu'elle serait d'une certaine façon, ou quelques gens, quelques représentants... Ils s'accommoderaient d'un deal à un moment donné, oui. Peut-être pas tous, mais en tous les cas, dans le long terme, oui. Le projet de Rafiq Hariri, qui était le Premier ministre après la guerre civile au Liban, il y avait cette vision comme quoi, à un moment donné, ça va se calmer avec les Palestiniens. Il y avait l'accord d'Oslo, ils vont trouver une manière de faire marcher les choses. Et évidemment, à un moment donné, on va avoir la paix. En fait, on veut tous la paix quelque part, s'il y a un accord. Comme la Jordanie. Voilà, quelque chose comme ça. Poser une question, oui. Même deux, mais très, très courte. Vous avez beaucoup parlé de synergie et coordination entre Hezbollah et l'Iran. Mais vous ne mentionnez jamais le Hamas. Puisque ça aussi la oui, je parlais du Liban, mais oui. Et puis, est-ce qu'il faisait partie de cette coordination, de cette entente ? Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre qu'ils ne communiquent pas surtout, puisque déjà il y a aussi une sorte de secret sécuritaire qui doit avoir lieu. Parce que tout est... Même avec ça, les Israéliens ont infiltré tout le monde, mais je pense qu'il n'y avait pas de communication surtout. Et surtout, dans Hamas spécifiquement, il y a des groupuscules qui ne sont pas tous d'accord. Et ça, c'est un truc... Juste une deuxième question, par curiosité. Alors qu'en Iran, il y a une communauté juive établie, etc., est-ce que c'est la même chose au Liban? Il y avait beaucoup de juifs au Liban. Pendant la guerre civile, beaucoup sont allés en Israël. Déjà, les Israéliens ont beaucoup travaillé, surtout dans le monde arabe. Ils n'ont pas réussi en Iran, mais dans le monde arabe, ils ont beaucoup travaillé à faire fuir les juifs en Israël. En Irak, ils ont même planté des bombes comme ils ont fait en Israël. En Irak, voilà, ils ont fait ça. Et au Liban, la guerre civile a aidé à faire ça. Mais il reste des familles juives au Liban. Ils existent. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, je connais un. Et c'est tous des gens très pro-palestiniens, etc. Justement. S'ils sont restés, c'est pour une raison. Donc oui, c'est une zone qui a toujours été indigène, mélangée, musulmans, juifs, chrétiens, etc. Et en Iran, c'est extraordinaire parce que c'est une très grande communauté. C'est difficile de les représenter au Parlement, etc. Ariel Sharon, à l'époque, quand il était Premier ministre, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il a offert un énorme paquet d'argent pour chaque tête qui émigrerait d'Iran en Israël, et avec maison, tout ça, etc. Et il y a eu justement un rejet de la communauté juive, genre on s'en fout de ton argent, on vit beaucoup, qu'est-ce qu'on va aller faire en Israël, qui est un endroit qui fait
km². On a un pays comme l'Iran, nous, et on est de là-bas et on a toujours été des Perses, etc. Oui. Est-ce que vous pourriez délimiter le Hamas par rapport au Hezbollah? Parce que pour nous, ici, d'après les informations, pour ça, c'est jamais très clair. Qui est quoi? Qu'est-ce qui les délimite, les distingue? Ok. Et l'autre sunnite. Ça, c'est en général le stéréotype, c'est que les uns sont chiites, les autres sont sunnites. Hamas, c'est juste que les uns sont palestiniens et les autres sont de territoires palestiniens. Et les autres, c'est une résistance qui est née de l'occupation de territoires palestiniens, surtout de Gaza. Et Hezbollah est né de l'occupation d'Israël des terres du Sud. Et c'est des gens qui se sont entraînés. La grande différence, je dis toujours à mes étudiants, c'est que Hezbollah, ils étaient assez chanceux pour s'entraîner à Baalbek, à la Beka, qui n'était pas contrôlée par les Israéliens, alors que les Hamas se sont entraînés dans les conditions les plus horribles, probablement sous la terre, etc. Donc, quelque part, sécuritairement, c'est une organisation qui a eu beaucoup plus de fil à retordre que Hezbollah. Mais en même temps, Israël était intéressé à ce que le Hamas existe pour contrer le Fatah. Oui. Donc c'était encore un autre élément. Oui, ça c'est clair que les Israéliens, comme les Américains, souvent essayent d'attiser le feu sur certaines choses, mais c'est souvent un argument qu'on utilise pour dire le Hamas est une création israélienne. Ouais. C'est vrai, c'est faux. Enfin, mais ça veut pas dire que les demandes de Hamas ne sont pas légitimes. C'est des gens, c'est comme on dit. Oui, donc quelque part, on essaie de contrôler une organisation, on essaie de la virer dans la direction qu'on veut, mais quelque part, c'est une organisation qui a sa propre vision. Mais encore, l'idée de comment Hamas est divisé, c'est très important. Par exemple, c'est Noir, qui est vraiment l'architecte de ce qui s'est passé le 7 octobre, n'est pas spécialement en coordination avec le reste du mouvement de Hamas. Et donc peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait et peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Quelque part, ce qui se passait en 7 octobre a coûté la vie à tellement de gens. Oui. Oui, enfin, d'après ce que je comprends, le Hezbollah n'a pas de plan stratégique clair pour vaincre Israël. Donc en fait, il offre juste la garantie d'un combat éternel. Et sans fin, oui. Ce qui veut dire qu'en fait, il est là pour sauver son âme, mais pas pour vaincre l'ennemi israélien, dans les faits. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, déjà, c'est pas un monde. Bien sûr, idéalement, déjà, Hezbollah n'a jamais clamé qu'il peut vaincre Israël. D'ailleurs, le secrétaire général a toujours dit on ne peut pas vaincre Israël. Mais ce qu'on peut faire, c'est extraire des concessions à Israël et on peut la déterrer, on peut la dissuader. Un espace. On peut dissuader de faire certaines choses. Or, les critiques de Hezbollah aujourd'hui disent même ça, vous n'avez pas réussi à la dissuader de détruire le Liban. C'est vrai, c'est faux. Maintenant, je sais pas, bien sûr, au niveau humanitaire, l'étendue du désastre fait que c'est difficile de dire que Hezbollah a réussi à faire quelque chose aujourd'hui. Mais quelque part, si Hezbollah n'était pas là, c'est clair que les Israéliens auraient pris beaucoup plus. S'ils avaient réussi à démilitariser le Hezbollah, ça aurait été bien pire. Regardez la Syrie. Il n'y a pas de résistance en Syrie. Le sud de la Syrie est complètement parti. Et c'est fini, il est parti à jamais. Ils essaient de le peupler ou d'exploiter. Ben oui, le Golan est complètement colonisé. Mais tôt ou tard, s'il n'y a pas de résistance à ce projet-là, et tôt ou tard, il sera colonisé. Si je peux, vous voyez ce que je veux dire? Si je peux me permettre juste une remarque. Disons, l'État d'Israël n'a pas de frontières. Et depuis des années et des années, il grappille. Mais ils ne grappillent pas bêtement. Ils ont pris l'eau du Jourdain, ils ont pris l'eau du Mont Hormon et ils veulent l'eau du Litani. Et actuellement, ils ont réussi à prendre l'eau du Sud-Soudan. Oui, ça vous surprend? Les Israéliens sont en train de travailler sur l'eau dans tout le Moyen-Orient. Et ils ont volé le pétrole du Liban, Et le Sud-Soudan, c'est pas difficile. Durant des années et des années, on nous a cassé les oreilles avec les méchants musulmans du Nord qui massacrent les chrétiens du Sud. Et le pays ça, c'était
il y a eu un État du Sud qui a été créé. Ce que les gens ne vous disent pas, c'est que depuis 1960, donc 4 ans après l'indépendance du Soudan, un aviateur israélien, Rolf Steiner, a mené des armes à la rébellion du Sud-Soudan. Lorsque le Sud-Soudan est devenu indépendant, il y a quelques années, la première visite du président du nouveau Sud-Soudan a été en Israël, où il a déclaré que Jérusalem était la capitale éternelle d'Israël. Hein? Ensuite, vous avez le Somaliland, vous avez le barrage de l'Éthiopie. Il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Et c'est vrai que si Hezbollah n'était pas au Liban, il serait déjà au Litani. Il y a des pipelines qui viennent du Sud-Soudan vers Israël avec de l'eau dedans. Mais quel est l'intérêt du Sud-Soudan? Il n'y a pas de pipeline. Comment oui. Le contrôle de l'eau, c'est pour le futur. Le contrôle de l'eau. Celui qui tient l'eau aujourd'hui. Oui, mais comment il contrôle l'eau? Parce qu'il contrôle le gouvernement là-bas. Comment il y a un barrage en Éthiopie aujourd'hui? Un des plus grands barrages du monde. Il suffit de contrôler l'eau du Nil. Si vous contrôlez l'eau du Nil, et quel est le rôle si vous contrôlez l'eau du Nil, vous êtes rendu l'Égypte. En fait, pour revenir au Liban, juste pour dire, il y a eu des plans clairs du contrôle du Litani. Il y a plein d'études qui le montrent chez les Israéliens, c'est public. Ils avaient plein de plans de comment détourner l'eau et comment. C'est quelque chose de classique. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, juste pour répondre à. Mais c'est une bonne question. Est-ce que Hezbollah peut vraiment être une force de dissuasion? C'est clair. On le pensait pendant très longtemps. Maintenant, ils se combattent. C'est un combat acharné pour leur existence. Et je pense qu'il y a quand même un peu de dissuasion. Et les Israéliens n'ont pas réussi à conquérir ce qu'ils voulaient. Ils voulaient arriver au-dessus du Litani. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont à peine pataugés dans les premiers villages. Ils ont eu tellement de morts de leur côté. Ils peuvent pas. L'armée israélienne ne peut pas supporter d'avoir des morts dans leur armée. Donc c'est vraiment, ils font tout par l'air, etc., à travers les tanks. Ils essayent vraiment de pousser autant qu'ils veulent. Mais écoutez Smotrich, écoutez leur leader, ils disent enfin on va finalement avoir le Litani, on va avoir le mont Hermon qu'ils ont toujours voulu, et toute le sud, parce que stratégiquement ça it makes more sense. C'est au niveau géographie et défense nationale d'avoir cette zone-là. On a l'eau, deux, on a ça surplombe des vallées, c'est clair. Et comme Israël, comme concept, c'est un concept flexible. À la base, il n'y a pas de. C'est de l'Euphrate jusqu'au Nil, Israël, à la base. Donc on fait ce qu'on peut. Et comme la communauté internationale ne peut rien faire, quelque part. Hein? Ils ont rendu le Sinaï, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment rendu? Vous savez qu'au Sinaï, il y a 30 000. La présence israélienne est toujours là. Il y a des bases, il y a des trucs, il y a des accords de militaires avec les Égyptiens. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le Sinaï aussi. C'est du désert, donc quelque part. Un des grands buts des Israéliens avoués, ils disent la plus grande erreur que nous ayons fait, c'est de rendre le Sinaï. À la première occasion, il faudra le reprendre. Et c'est très facile d'imaginer aujourd'hui, avec la façon dont ils sont en train de raser Gaza. Il suffira d'ouvrir les frontières de Rafah pour que des Palestiniens aillent dans le Sinaï, qu'il y ait un lien entre les frères musulmans d'Égypte et les restes du Hamas, pour qu'Israël déclare officiellement que l'Égypte n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité et qu'ils assureront eux-mêmes leur sécurité. L'implantation des milices aussi, des milices. Et les milices. Oui, les Harkis palestiniens. Oui, est-ce qu'on a des données, parce que l'information est totalement verrouillée en Israël, sur les dégâts que subit actuellement l'Israël? Il semblerait que par rapport à l'Iran, l'Israël subisse vraiment des dégâts importants.
Ça peut être une donnée qui change un peu l'équilibre des forces. Bah justement, c'est pour ça la guerre de l'information est la plus forte. Maintenant, c'est qui cache les... C'est d'ailleurs, on a cette narrative, cette narrative. Oui. Désolé, mon français. Non, mais... ça fait longtemps que je ne parle plus en français. Mais que Hezbollah c'est le désastre, ils sont complètement affaiblis, etc. Mais je pense que ça fait partie aussi d'une narrative donnée que les médias, il y a une guerre médiatique qui est en train d'avoir lieu. En attendant, c'est la même chose qui se passe au niveau israélien. Dans le côté israélien, on n'entend rien, il n'y a rien. Ils bloquent tout. On ne sait pas combien sont les dégâts. Parfois on voit des images, parfois même les images sont fake. Il faut faire attention, parfois il y a de la contre-propagande du côté du pro-Hezbollah qui te dit « Ah, il y a des dégâts extraordinaires ». Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, c'est ça, le problème c'est qu'on ne sait pas complètement combien sont les dégâts. En attendant, on sait que les Israéliens contrôlent une certaine bande maintenant au sud. Ça déjà, c'est un fait, quoi. En Israël, qui est beaucoup plus diversifié que dans les pays environnants. Oui. C'est une bizarrerie. Oui. Allez-y. Je voulais vous remercier pour votre clarté. C'est moi qui suis nulle, j'ai tout compris. Donc bravo. Et bravo aussi à Julien qui a posé la question par rapport aux Libanais. Vous m'avez bouleversée et je trouve magnifique. Je me considère comme chanceuse. Vraiment, vous avez apporté un truc incroyable. Je trouve que vous deux, vous étiez complémentaires avec l'esprit libanais, le Liban. Le Libanais, le Liban. Et je veux vous remercier, vous m'avez beaucoup aimé. Votre clarté. Merci. Et vous avez apporté la notion de l'âme libanaise qui pour moi était la base. Donc merci. C'est juste une question, mais on l'oublie. Donc merci beaucoup. Et merci à votre clarté. Merci. Vous êtes un grand monsieur. Merci. Oui. Moi, je suis désolée, la question elle est très bête, mais le Hezbollah, il est armé par qui? À la base, les Iraniens ont aidé. Les Iraniens ont entraîné le Hezbollah et bien sûr les ont armés. Avec le temps, Hezbollah s'est mis à faire ses propres armes et aussi il y a des armes qui venaient de Syrie. Il y a des armes. Enfin, c'est tout c'est un marché régional, quoi. Mais Hezbollah aussi rafistole ces armes. C'est comme Hamas dans leur tunnel, quoi. Et la plupart des armes qu'on a, c'est des trucs artisanaux qu'ils ont fait dans les tunnels. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les parts viennent d'Iran, Syrie, à une époque, etc. Et ça s'imbrique ensemble dans les tunnels, quoi. Ils ont aussi des tunnels? Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas être démilitarisé. Il y a autant de tunnels au Liban qu'à Gaza. Et Gaza, imaginez, c'est un endroit tellement minuscule. Combien les Israéliens ont pilonné cet endroit pendant des mois, des années, un an, 2 ans, combien ils ont pris? Et jusqu'à maintenant, Hamas est toujours là. Oui, ils ont tué plein de gens, ils ont du mouvement, etc. Mais ils n'ont pas réussi à déloger. Ils n'arrivent pas même à rentrer dans le tunnel. Donc, c'est la même chose avec Hezbollah, sauf qu'ils ne sont même pas arrivés là où les tunnels sont. C'est tellement, parce que là-bas, c'est des vallées, des montagnes, etc. Donc, comment ils vont faire? Enfin, il y a de tout. Il y a dans le contexte libanais, il y a tunnels, mais il y a aussi l'écosystème libanais qui est plein de montagnes, de vallées, etc. Juste une question. Oui. L'aide iranienne pour le Hezbollah transitait par la Syrie, non? Oui. Et maintenant qu'il n'y a plus de Syrie, c'est plus, ne joue plus le même rôle. Comment ça se passe? Ça continue à transiter, je pense. Je sais pas. Enfin, ils n'arrivent pas à complètement contrôler. C'est difficile. La frontière syrienne est énorme. Et le gouvernement central en Syrie ne pensait pas qu'il contrôle la Syrie encore complètement. Et je pense que c'est assez intéressant que Shara, le président syrien, n'a pas accepté la proposition américaine d'intervenir contre Hezbollah, parce qu'ils lui ont demandé. Et donc, quelque part, il y a un sursaut d'intelligence, je ne sais pas, à ce niveau-là, comme quoi on ne va pas être le bouc émissaire des Américains et des Israéliens, ce qui est quelque chose de bien. Donc, quelque part, je ne pense pas qu'il est bien sûr avec Hezbollah, ni rien du tout. C'est deux groupes qui
qui se sont combattus pendant un moment, quoi. Mais bon, les Syriens, c'est une page qu'il faut rouvrir plus tard. On va voir ce qui va se passer. Et oui, on revient. Non, parce que il l'a dit d'ailleurs. Il a commencé à parler de l'occupation israélienne pour la première fois il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il a fait une déclaration. Les Israéliens continuent à occuper. On a commencé à parler à propos de ça et on est en train de discuter sur cette affaire. Donc ça va. On va voir. Bon. Oui, Shara. Mais le problème, c'est que les Syriens sont dans la même situation que les Libanais maintenant. C'est qu'ils n'ont rien dans leurs mains. Ils n'ont qu'une carte. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est please, on est gentil. Faites quelque chose contre les Israéliens. Juste une question aussi sur la situation vraiment actuelle. Est-ce que vous pensez que cette extension du nord d'Israël, etc., Alain parlait tout à l'heure du contrôle de l'eau. Moi qui viens de la Patagonie, je peux vous dire que le contrôle de l'eau, ça se passe aussi là-bas. Le territoire vendu aux Israéliens, etc. etc. Mais si... Que pensez-vous par rapport à la situation actuelle? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment les chances que cette sorte de paix américain soit remplacée par une sorte de paix hébraïco-juive? C'est-à-dire qu'ils c'est ce que Netanyahou rêve de je sais que c'est très bizarre de dire paix et Netanyahou, mais je pense qu'il essaie de se dire si je fais exploser tout le monde. Et j'ai déjà mes alliés dans le Golfe, etc. Et tout, alors que ce ne sont pas vraiment complètement ses alliés, à part peut-être les Émirats, etc. Peut-être j'arriverai à imposer un modèle, parce que j'ai su combattre le terrorisme, j'ai su ramener tout le monde dans son carcan national et fermer sa frontière et devenir quelqu'un de gentil, enfin de ne pas s'attaquer aux Israéliens. Parce que les Israéliens, ça punit très fort quand on essaye de les attaquer. Et aussi, c'est un modèle mondial pour l'Occident. Comme quoi, si vous avez des problèmes de terrorisme ou des choses comme ça, nous on sait comment le faire. On le fait très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai, ils le font. Ils ont une méthode maintenant de travail qu'ils ont expérimentée à Gaza. Ils ont fait exactement la même chose au Liban. Destruction totale de l'écosystème, les kill zones, etc. Tout ça, c'est les explosions des écoles, tout ça, avant qu'on disait « Oh, crime contre l'humanité ». En fait, ça fait partie de comment s'assurer que résistance ne peut pas exister. C'est le terrorisme organisé. C'est comment combattre la résistance populaire. Avant, il y avait le Vietnam, il y avait l'Algérie, il y avait je ne sais pas quoi. Ils n'avaient pas encore cette technologie de pouvoir tout éraser pour contrer une résistance populaire. Maintenant, ils peuvent le faire. On est dans un état où ce genre de choses peut avoir lieu. C'est ça vraiment qui fait peur. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les Américains sont tellement alliés avec les Israéliens. Ils ont besoin... Israël, c'est un laboratoire pour des forces comme les Américains de tester ce genre de technologie militaire, etc., dans le monde... le tiers-monde, quoi. Pas seulement de tester la technologie, mais aussi de tester jusqu'où est-ce qu'on peut aller et jusqu'à quel point on peut tuer, désoler, et il n'y a personne qui va réagir. Oui, voir. Donc c'est une question aussi de pousser les limites de ce qui se fait. Tout à fait. Il y avait juste quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Ils sont gourés avec la... J'avais juste une question. Vous avez ouvert votre conférence en parlant de la notion d'État-nation dans la région. Et j'avais entendu Ilan Pape dire il y a quelque temps qu'il pensait que la solution pour la région, il ne savait pas quand ça allait arriver, mais qu'il pensait que la solution pour la région était la disparition de cette notion d'État-nation pour revenir à un fonctionnement plus tribal. Et étant donné qu'aujourd'hui on voit plus que jamais comment les États-nations ont peu de sens et que ça marche beaucoup plus par groupe que par nation, on le voit en Syrie, on le voit au Liban, on le voit même en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui aurait du sens pour la région, même si on ne sait pas concrètement comment elle pourrait arriver? Merci. Oui, je connais l'idée de Pape sur ça et c'est clair qu'il a un point. C'est un peu idéaliste parce que les États sont là maintenant et ils fonctionnent, ils créent un système socio-économique, politique, etc. Le seul problème, c'est quand ce système-là est justement exploité par les forces pour discipliner les peuples de ces régions. C'est ça ce que fait Israël. Elle discipline les Libanais en leur disant « Ah, vous avez enfreint à
ce carcan qui s'appelle le Liban, donc on va vous attaquer, on va tout détruire. Alors que vous aurez dû juste rester des gentils Libanais à l'intérieur du Liban et vous mêler de vos affaires. La même chose pour les Syriens, etc., etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Or, Pape voit les choses de cette manière-là. Elle se dit, mais parce que justement, toute résistance qui a eu lieu contre Israël a toujours été une résistance qui va au-delà de l'État-nation. Parce que, à part pour la résistance palestinienne. Mais les Israéliens ont toujours œuvré à dissocier la Palestine au début de la région. Et il a réussi à faire ça avec l'accord de paix avec les Égyptiens et les Jordaniens. Et après ça, avec l'accord d'Oslo, même a étouffé complètement l'idée de résistance palestinienne. Mais malheureusement pour eux, Hamas était déjà là et Hezbollah grandissait au Liban. Donc, toujours, si vous voulez, tant qu'il y aura sionisme ou colonialisme, il y aura résistance au projet d'État-nation, en tous les cas. Et d'un autre côté, il y aura toujours des forces qui vont vouloir dire « Ah, mais vous ne respectez pas les limites des États-nations, donc c'est légitime de vous attaquer. » Parce que d'après le droit international, chaque État a sa souveraineté, etc. Bien sûr, aucun de ces États sont souverains. On le sait, de fait, le Liban est contrôlé par les Américains, si ce n'est pas Hezbollah. Et les Syriens aujourd'hui sont au pouvoir grâce aux Turcs et aux Israéliens et aux Américains. L'Irak a été envahi par les Américains aussi. Enfin, regardez la région, c'est ça. Le Golfe est dans un accord de sécuritaire militaire avec les Américains. C'est ça. Or, avant ça, c'est ce qu'il y avait. Il n'y avait que des projets qui allaient au-delà de l'État-nation. Je ne sais pas. Moi, je pense que peut-être qu'il y a une autre équation qui est que l'État-nation reste, mais il y a des visions, il y a des synergies, des solidarités entre les États-nations qui créent une sorte de front. Comme par exemple l'Union européenne. Enfin, je dis peut-être c'est un peu trop idéaliste d'avoir un truc comme l'Union européenne ici. Et je ne sais pas, peut-être l'Union européenne est en crise maintenant, mais en tous les cas, quelque chose comme ça où ces pays restent ensemble. Et je ne suis pas du tout partisan du parti, mais le Parti national syrien, si vous avez jamais entendu parler de ce parti, avait une idée très, très logique. C'était un parti qui était fondé avant même la fondation du Liban, qui disait qu'il fallait y avoir une grande Syrie, qui incluait la Palestine, la Jordanie, la Syrie et même Chypre. Bon, il était un peu bizarre avec l'idée de la Chypre, mais il s'est dit, bon, c'est une île sympa et on pourra aller à la plage peut-être, je ne sais pas. Et se marier civilement. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que Antoun Sarad, il s'appelle, le fondateur de ce parti, il disait, rien à voir avec moi, je suis Sarad, mais c'est une autre famille. Mais parce que on m'associe parfois avec lui et ça m'a coûté des problèmes, mais c'est pas du tout moi. Et ce qui est intéressant de cette théorie, c'est qu'il a justifié sa théorie en disant c'est la seule manière de combattre Israël, ou de combattre le projet sioniste. Ce qui est vrai. Imaginez s'il y avait un État qui faisait face à ça. Israël aurait disparu il y a très longtemps. En tous les cas, comme projet colonial, sioniste. Expansionniste. Exactement. Et il y aurait eu un État pluridémocratique peut-être, ou un État qui aurait été englobé dans un truc qui s'appelle la Syrie. On aurait pu être un État pluriconfessionnel qui existe partout. Oui. Non, mais je vous rappelle qu'il y a eu fusion entre l'Égypte et la Syrie vers 1958 et que ça a éclaté au bout de 2-3 ans. C'était un désastre. Les Égyptiens voulaient tout contrôler. Et ils s'étaient comportés en occupant. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas du tout trivial. Malheureusement, il y a eu ce genre d'échec dans le monde arabe dont on n'est pas très fiers. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, docteur Bachir Saadi. D'espoir, de victoire. Merci infiniment. On vous donne rendez-vous à 18h ce samedi. Merci infiniment. Vous revenez dans 6 mois, c'est ça? D'accord, monsieur Alain, il revient quand? Avec plaisir.